Dans un contexte de crise aiguë de notre système de santé, par manque de moyens, comme vous le savez, mais aussi, pas seulement, aussi par manque d'écoute et d'ouverture, nous avons souhaité cette année aborder la question de la relation patient-thérapeute pour ce qui concerne la médecine et interroger notre relation en tant que spécialiste en shiatsu avec nos receveurs. Nous avons voulu aussi faire un focus sur le choix du shiatsu dans un parcours de santé pour les receveurs. Et dans un premier temps, donc, nous accueillerons mesdames Réva Lévy et Verneuil, dont la présentation sera la relation patient-médecin, avec comme sous-titre une reconnaissance, un regard. Dans un deuxième temps, pour ce congrès, nous entendrons les témoignages d'une patiente et de deux spécialistes en shiatsu qui nous feront part de leur expérience quant au parcours de soins patients, receveurs, aidants. Enfin, nous entendrons M. Dos Santos nous présenter sa thèse en médecine. Quels sont les déterminants de recours et le parcours de santé des utilisateurs de shiatsu? Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir nos deux premières intervenantes, Madame Anne Réva Lévy, qui est professeure en pédopsychiatrie et chef de service à l'hôpital d'Argenteuil, auteur avec Madame Verneuil du livre Docteur, écoutez, pour soigner, il faut écouter, qui a bien voulu nous présenter son approche de l'écoute des patients. Dans un deuxième temps de ce premier exposé, le professeur Laurence Verneuil, dermatologue et oncologue au CHU de Caen, mais aussi chercheur en recherche fondamentale, nous exposera sa méthode de recherche qualitative pour l'évaluation des thérapies complémentaires. La suite des intervenants, vous y trouverez donc Joël Palmieri, qui est journaliste, docteur en sciences politiques, et Joël partagera les savoirs qu'elle a acquis en tant que patiente, experte, receveuse, son expérience quant à la fibromyalgie. Pierre Amator, qui est membre du conseil syndical, et aussi spécialiste en shiatsu, enseignant en shiatsu, et Pierre exposera la mise en place d'ateliers ETP à l'hôpital Nord de Marseille et à l'espace santé de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Sylvie Clergue, qui est ici dans la salle, spécialiste en shiatsu, elle partagera son expérience à l'hôpital Necker de Paris et l'hôpital Necker Enfants Malades, qui a mis en place un espace bien-être destiné aux patients des enfants hospitalisés. Et enfin, le docteur Anthony Dos Santos, médecin généraliste au centre de santé de Livry-Gargan. Il est assistant universitaire de médecine générale et il partagera les résultats de sa thèse défendue à l'université Sorbonne Paris-Nord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quels sont les déterminants de recours et le parcours de santé des utilisateurs de shiatsu? Donc, je vous souhaite à tous un bon congrès. Je remercie à l'avance nos intervenantes et intervenants. Et donc, je cède la parole. C'est toi, Marc. Marc. Oui, pardon. Effectivement, j'ai oublié. Laurence, juste 2 secondes. Je vous laisse la parole après. Marc, de la commission de déontologie, doit nous délivrer un message. Bonjour à tous, donc je suis Marc Grimaud de la commission déontologie. Alors, nous allons avoir des intervenants qui appartiennent au domaine médical et d'autres qui appartiennent au domaine du shiatsu, donc spécialistes en shiatsu. Il est bien entendu que le shiatsu est une pratique, une profession qui est reconnue par le ministère du Travail et que les intervenants qui sont médecins ou paramédicaux appartiennent au domaine de la médecine. Donc, étant donné les thèmes qui vont être abordés, où on va parler de patients, on va parler de clients, il peut y avoir des petits lapsus qui peuvent être faits, puisqu'on peut parler de patients, des personnes qui sont en milieu hospitalier, et ça peut être un spécialiste en shiatsu qui évoque cette terminologie. Donc, on vous demandera d'être clément par rapport à l'utilisation de cette terminologie. Je vous remercie. Merci, Marc, de la précision. Laurence, oui. Vous vouliez… Merci à tous et toutes
Je vais demander à Anne d'ouvrir son micro parce que sinon on ne va pas l'entendre. Ah, bah voilà. Ah oui, c'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, un mot d'introduction. Donc, Laurence Verneuil, donc je rectifie, je ne suis plus au CHU de Caen, et donc je suis à l'Université de Paris désormais. Et avec Anne Reva-Lévy, donc qui est pédopsychiatre, chef de service comme on l'a rappelé, nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Et à l'occasion de questionnements, en effet, sur la qualité du soin, en particulier à l'hôpital, nous nous sommes lancés dans la rédaction d'un manuscrit, Docteur Écouté, qui a maintenant quelques années, mais ce travail se poursuit puisque, en fait, Anne dirige l'équipe de recherche qualitative qu'elle a d'ailleurs fondée, une équipe INSERM, dans laquelle, évidemment, je participe et contribue à tous les travaux de recherche. Tout ça pour vous dire que c'est un continuum à partir d'une question sur la relation patient-médecin, mais aussi la relation chercheur-patient, chercheur-médecin. Voilà, et je vais donc laisser la parole à Anne pour entamer la discussion. Merci. Merci pour cette invitation. Donc, le shiatsu est un environnement pour moi qui est assez mystérieux. Donc, je parle sans connaître vraiment le fond d'écran de mes interlocuteurs, mais je voudrais partager des points de vue et des représentations qui me semblent pouvoir correspondre à vos pratiques, parce que quand je dis que le shiatsu m'est étranger, c'est-à-dire je n'en ai pas l'expérience comme sujet et ce n'est pas utilisé dans mon service, mais je sais à quoi ça correspond et je me représente bien de quoi il s'agit en termes de caractérisation relationnelle. Je voudrais, en forme de préambule, avant de vous parler de l'écoute, il faut fermer les micros parce que là, moi, j'ai des micros qui vibrent. Je voudrais vous parler comme pédopsychiatre, hein, puisque c'est de la place d'où je suis, que vous ayez une sorte de modélisation. Pourquoi quelque chose de la relation et de l'écoute dans la relation a une valeur et une place centrale dans la vie humaine et la vie médicale au sens large. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un postulat, un idéal, une utopie. Il y a quelque chose aussi qui correspond à une certaine réalité. La relation humaine est un espace de transformation. Et je vais m'appuyer pour nourrir ce propos sur une métaphore, une modélisation qui est nourrie par la pédopsychiatrie. Quand vous avez affaire à un nourrisson, le nourrisson va manifester des moments d'inconfort, il va pleurer, crier, des moments d'inconfort où on ne sait pas, en tout cas il va manifester et on sait que c'est dans ces moments-là que l'interaction avec la personne qui incarnera la position maternelle ou la position paternelle, dans ce moment relationnel, il y a quelque chose d'une mise en sens grâce à la relation, de l'éprouvé du bébé, qui va à la fois attribuer du sens à ce qui est expérimenté par cet enfant et aussi faire circuler une modification, une transformation
de ce qui a été projeté dans la relation en termes d'affect, en termes d'émotion, en termes de tension corporelle. Et on sait que la dyade mère-bébé dans cette force relationnelle produit vraiment une force transformatrice qui n'est pas simplement à des visées d'apaisement, qui aussi a des visées elles-mêmes de modification cérébrale, de lignes de force de développement, et qu'un nourrisson privé de ces dimensions interactionnelles, livré à la gestion seule de ce qu'il expérimente, ne peut pas transformer. Et s'il ne peut pas transformer, il ne peut pas se modifier. S'il ne peut pas se modifier, son cerveau ne se développe pas et il ne grandit pas. Alors, ce n'est pas de la psychologisation de magazine quand j'utilise ce modèle volontairement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on oublie fondamentalement, c'est que dans une position de rencontre entre un soignant et un patient, l'appareil à penser du soignant va faire fonction d'offres, de possibilités de transformation de quelque chose. Parce que il y a à ce moment-là une mise à disposition à la fois d'une subjectivité du soignant, mais aussi d'un savoir théorique, bien sûr, d'un savoir pratique. Et cette mise à disposition dans la rencontre va être porteuse intrinsèquement de force transformatrice. Et si on n'a pas la conviction de ce pouvoir transformateur, pas sur un mode de réassurance amicale, affective, mais réellement de potentialité de soins intrinsèques, au-delà de l'outil de soin lui-même, on prive le patient d'un outil formidable de guérison, parce qu'il y a dans la relation des ressorts aussi de guérison via les forces transformatrices. Alors, ce préambule étant fait, je vais vous parler plus directement du contenu de ce que nous avions énoncé dans le livre. Je vais partager mon écran, je vais prendre les diapositives, que je ne fasse pas de manipulation inconsidérée. Alors, où sont… J'espère qu'on va y arriver. Ben, c'est pas sûr. Hein. Ah. Anne, si tu le souhaites, Hélène peut te les projeter. Eh ben, je crois qu'on va être obligé parce que je n'y ai pas accès. Si, j'ai activé le partage. Bonjour, Anne. J'ai activé le partage, mais je peux vous le partager si vous voulez. Ben, ça ne marche pas. Voilà. Oui, mais parfois, il y a des blocages, en effet, des pop-up là sur les écrans, donc ce n'est pas grave. Je vois l'écran de quelqu'un d'autre, mais je ne vois pas ce que moi, je pourrais pouvoir partager. Est-ce que ça c'est bon? On va te le projeter. Ok. Je pense. Ah oui, ok. Je suis désolée, hein. D'habitude ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi. Là, vous le voyez? Oui, je le vois, je vous remercie. Je vous prie de m'excuser. Ok. Donc, vous pouvez passer cette diapositive, je vous remercie. Donc, on a un contexte actuel qui est assez, qui est cataclysmique, hein, ça tout le monde le sait, et on s'approche des présidentielles. Bon, finalement, on n'entend pas tellement parler de la médecine, en tout cas pas suffisamment. La pandémie est en train de faire voler en éclats un être malade qui est le système de soins depuis longtemps. Et on a vraiment un système qui est devenu
désincarné, une boîte assez vide. On a un seul axe, c'est toujours l'environnement du système de soins, c'est-à-dire s'il y a une pandémie, à ce moment-là, il faut répondre. Ben non. Ce qui concerne ce qui se passe au centre du système de soins n'est pas abordé, jamais abordé. Et ce qui nourrit les débats maintenant, c'est de l'agitation et on n'a toujours pas la possibilité de poser des mots sur ce qui vient faire explosion lentement mais sûrement de notre système de soins. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah, quelqu'un a demandé. On est reparti. Donc, en fait, on a un modèle qui est très économique, avec une vision vraiment comme en entreprise, des parts de marché, de l'innovation, du numérique, de la robotisation, des thérapies révolutionnaires qui coûtent très cher. Maintenant, la santé numérique, c'est devenu même l'objectif en soi. Les patients sont des marchandises, des objets avec l'hôpital comme un lieu qui serait le lieu accompli de la distribution plus ou moins réussi de traitements qu'on compte pour ce qu'il rapporte à l'hôpital. Et vraiment, on est coincé dans ces objectifs d'activité complètement désarticulés de la vision de l'humanité du patient et des soignants, parce que là, maintenant, on prend la mesure que ceux qui vont mal aussi, ce sont les soignants. Donc, cette déshumanisation, elle est généralisée et on l'a vu lentement s'installer. Je pense qu'il y a eu toute une période où on aurait pu la contenir. Là, moi, je pense que c'est trop tard, mais bon, c'est une autre chose, on en discutera peut-être après. Et que donc, voilà, on est arrivé à un point de rupture avec la déshumanisation accomplie, des humanités également. La diapositive suivante. En fait, pourquoi on en est arrivé là? Et comment finalement on a laissé faire tout ça, c'est qu'on s'est laissé aveugler par des discours qui étaient des étiquettes, des étendards et un tout petit peu de manipulation généralisée. On nous a parlé de recommandations de bientraitance, on nous a parlé de niveau de qualité des établissements, d'évaluation de la qualité des établissements. On a inventé des nouveaux métiers, ceux qui étaient des qualitaticiens, mais toujours autour de espèce de procédures de qualité des soins qui étaient des procédures vraiment structurées comme en entreprise, hein, et avec un formalisme qui concernait tout ce qui était un parcours, mais la relation, le centre même de ce qui se jouait à l'intérieur entre un patient et un médecin n'était pas du tout évalué, hein, et on avait finalement accès à ce qui se passait entre le patient et le médecin quand il y avait un problème, une plainte. Voilà. Là, d'un coup, ça sortait, ça existait, il y avait une relation, mais tout le reste du temps, on continuait à nous expliquer que le parcours, le processus, la bientraitance, qui contenait quelque chose d'assez vide, d'assez creux, et progressivement, la relation s'est complètement dégradée dans la vision économique et dans ce discours très managérial de l'hôpital, avec une fonction soignante qui est devenue une fonction soignante médicale, mais pas que médicale, parce que les infirmières, les paramédicaux sont soumis à la même chose. On a une somme de tâches à effectuer qui prouve qu'on est bien à son poste, mais finalement, le contenu même de la rencontre, on s'en désintéresse totalement. Diapositive suivante.
Dans la complexité de ce système de soins, il y a une chose irréductible, c'est la relation. Ça, il n'y a pas possibilité, quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaye de nous faire croire, et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'essor de la médecine numérique, on va nous faire croire que bientôt, il n'y aura plus besoin de médecins du tout dans la réalité de la rencontre. Pourtant, sans cette relation, il n'y a pas de médecine. Et il y a un socle qui est l'unité élémentaire, c'est l'écoute. Et c'est l'écoute, nous, là-dessus, on préfère retenir l'écoute comme substrat plutôt que cette question de l'empathie, qui pour moi est un piège, parce que l'empathie est devenue un concept avec des théories contradictoires qui mettent en difficulté les praticiens eux-mêmes, quelle que soit leur fonction, à se représenter le contenu de ce que c'est une empathie dans une espèce de crainte de débordement émotionnel par la charge liée à la souffrance à laquelle ils ont affaire du côté du patient, alors que la question de l'écoute permet un apprentissage d'une manière, écouter, ça s'apprend en fait, et écouter, ça se déploie dans une certaine manière de faire, une certaine manière d'être. Évidemment, dans un processus et là quand j'utilise le terme processus, je me réfère à des positions complexes, psychologiques, humaines et pas des processus administratifs. Dans un processus, l'écoute va permettre palier après palier, en effet, de faire l'expérience d'un niveau d'empathie, mais l'empathie est probablement une possibilité. En tout cas, l'écoute est une nécessité et une condition aux soins, à la médecine et à la pratique de la médecine. Diapositive suivante. C'est pas récent qu'on parle d'écoute, évidemment. Alors, il y a quelques références. William Osler, déjà au 19e, il disait quand on écoutait le patient, le patient vous donnera son diagnostic. La loi Kouchner, en 2002, quand elle insistait sur la question du consentement libre et éclairé, c'était pour dire que c'était plus la position de soumission du patient, il y avait nécessité d'une codécision. Et s'il y a codécision partagée, c'est que le médecin a dû écouter à un moment la position du patient. Donc, l'écoute là a été valorisée. L'Ordre des médecins en 2004 insiste sur la dimension d'informer. Donc, et informer, ça doit se baser sur une écoute attentive, sur un dialogue, parce qu'il ne s'agit pas de balancer de l'information sur un mode stéréotypé, ce qui est devenu d'ailleurs très médico-légal, c'est-à-dire qu'on vous fait signer un papier pour attester du fait qu'on vous a bien fait la liste des effets secondaires. Ce n'est pas ça de l'information. L'information, c'est d'avoir pris en compte là où vous en êtes de votre désir de savoir, de votre capacité de comprendre, de votre volonté d'être au plus près de quelque chose qui vous concerne, et que le médecin s'adapte à qui vous êtes. Et pour ça, si on ne vous écoute pas, si on ne cherche pas un tout petit peu à vous connaître et à vous entendre, il n'y a aucune possibilité de vous informer. Donc, c'était déjà pour le Conseil de l'Ordre, il fallait prendre en compte quelque chose, ne pas se retrouver dans une impasse, dans cette surdité émotionnelle du patient. Moi, je trouve cette formule assez incroyable. Je ne crois pas tellement à la surdité émotionnelle du patient, je crois surtout à la non-possibilité de dire ses émotions quand on est un patient. Et c'est une position trop rapide que de penser qu'il y a une surdité émotionnelle chez les patients. Mais bon, c'est un autre point. Diapositive suivante.
Alors, il y a des témoignages, il y en a plein. Et là, maintenant que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, des forums, des associations de patients, qui ne dit pas que ce qu'il attend de son médecin, c'est d'être écouté et d'être compris. Un médecin qui sait écouter, comprendre, soigne mieux. Bon, évidemment, tout ça, ça va ensemble. Et il y a quelque chose qui est relié d'emblée par les patients eux-mêmes, c'est le diagnostic sur la maladie et le regard porté sur la personne. Ça, c'est toujours ça qui est en jeu dans la relation, c'est cette indissociabilité entre ce qui relèverait du pathologique médical et du sujet en tant que tel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En fait, quand on n'écoute pas, il y a des erreurs diagnostiques, il y a des erreurs médicales, évidemment, il y a de l'errance médicale, il y a de la surconsommation médicale, ça coûte une fortune à la société. Il y a de la satisfaction, il y a des plaintes, et c'est un effet domino, c'est vraiment une cascade. Et en fait, on se retrouve dans un système dysfonctionnel qui sécrète par son propre aveuglement toutes sortes de choses dont après il peut se plaindre. Hein. Il peut se plaindre de ce que font les patients, du fait d'aller voir plusieurs médecins, d'essayer plusieurs traitements. On se demande pourquoi les traitements ne sont pas suivis. Les traitements ne sont pas suivis parce que les patients n'ont pas été écoutés et que c'est un traitement dans une pathologie, ça nécessite un ancrage relationnel extrêmement fort. Et ça, quelle que soit la spécialité. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de médecine, c'est impossible, il n'y a pas de soins. Et ce n'est pas parce que je suis psychiatre que je le dis. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En fait, l'écoute, c'est d'abord accéder à ce qui est vécu, c'est la reconnaissance d'un vécu, c'est la possibilité de mettre en place un dispositif relationnel positif, une alliance, c'est vraiment, l'alliance thérapeutique, c'est un vocabulaire qui est devenu à la mode. Alors, les psychiatres sont très à l'aise avec ça, les médecins deviennent de plus en plus à l'aise avec la question de l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que pour qu'un soin qu'on soit engagé dans ces soins, il faut qu'on ait une bonne idée du lien qu'on a avec son praticien. Une bonne idée de comment son praticien nous écoute, qu'il y ait un courant qui fait que c'est ce qu'on appelle une bonne alliance avec son médecin. Et il y a des outils qui se penchent sur cette qualité d'alliance. Et plus l'alliance est de qualité, plus ça a des conséquences très positives et sur le suivi des soins et sur la maladie et sur l'environnement de la relation et sur le système de soins lui-même et donc sur le système économique. Donc, c'est vraiment une vision globale quand on s'intéresse à cette unité élémentaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On a des chiffres qui sont éloquents. En France, alors qu'ils sont un peu anciens maintenant, la durée moyenne de consultation, c'était 14 à 19 minutes, 13 minutes en moyenne. Mais il y a une publication qui est maintenant historique et qui a déjà été répétée et dont les chiffres ont assez peu évolué. Ils ont enregistré des consultations et ils ont mesuré le temps pour voir au bout de combien de temps les médecins interrompaient les patients. Et ben voilà, 23 secondes, quoi. Premier travail, 23 secondes. Deuxième travail de réplication, 39 secondes. Il n'y a pas besoin de démonstration. C'est-à-dire que voulez-vous que les sujets aient le temps de dire de ce qu'ils vivent si au bout de 23 secondes, on les a interrompus pour les orienter. En fait, le temps de l'écoute dans une consultation, ce serait inférieur à 5% du temps global, inférieur à 10% du côté du patient, 63% du côté du médecin, par rapport au temps médecin, par rapport au temps social. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de décalage entre la place centrale de l'outil écoute et la place qui lui est accordée.
Et dans une évaluation des activités des internes, lors d'une journée en médecine interne au CHU de Lausanne, on voyait qu'un interne passait moins de 15 minutes par jour et 15 minutes par jour à écouter un patient et 50% de son temps devant un ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est et en temps de pandémie, si on ne perd pas tous nos internes en route et tous nos praticiens, bah, il ne voit plus les patients. Il les voit juste pour pouvoir leur sauver la vie et ne pas s'écrouler. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et le pendant de tout ça, c'est que lentement et sûrement, ben les patients, ils ont compris qu'il y avait des endroits où ils étaient écoutés. Et ils ont eu recours à leur initiative, tout seuls, malgré les attaques subies, parce qu'on leur a suffisamment expliqué que la dérive sectaire était telle que les thérapies complémentaires étaient une menace. Bah, certes, il y a des dangers, il faut de l'encadrement et là-dessus, il n'y a pas de discussion, mais il n'empêche que les thérapies complémentaires de qualité existent, qu'elles sont du soin, qu'elles sont efficaces et que les patients les sollicitent et qu'il y a 70% des Européens qui ont recours à cette pratique, 80% des malades atteints du cancer. Et ben pourquoi? Parce qu'il y a l'écoute, il y a la rencontre, entre une demi-heure et 1 heure. Et je pense que vous tous qui êtes présents savez exactement de quoi je parle. Le sujet existe en tant que tel. Et là, la reconnaissance de qui il est a un sens. Diapositive suivante. Vous pouvez changer de diapo, je ne vous entends pas. Les conséquences de l'écoute, au-delà de la perception d'être écouté, au-delà de l'augmentation de la satisfaction, on voit aussi qu'il y a un lien entre la performance hospitalière ressentie par les patients et aussi la présence humaine. Par exemple, un papier très important sur la question de la satisfaction qui est plus faible dans les hôpitaux où il y a moins d'infirmières. Voilà, donc ça c'est important. Et on a vu progressivement qu'à l'hôpital, s'était organisé il y avait des personnes qui étaient assignées à la question de l'écoute. Les infirmières, les aides-soignantes, les secrétaires, les psys, les bénévoles, les associations, les médiateurs, et que les médecins, eux, ils pouvaient plus, ils avaient plus le temps, et c'était à d'autres d'assumer ces dimensions-là. Diapositive suivante. Les conséquences sur le système de soins. Il y a plus de prévention, il y a plus d'observance de traitement, il y a moins de médicaments prescrits. Et à l'inverse, les médecins qui font des consultations les plus courtes prescrivent beaucoup plus, revoient plus les patients et font moins de prévention. Et quand la visite dure moins de 15 minutes, il y a moins de qualité, plus de consultations répétées, plus de médicaments prescrits et plus d'examens complémentaires. Et ça, c'est aussi des données médico-économiques. C'est des données d'efficacité, c'est des données d'aggravation de pathologie et c'est des données médico-économiques. Diapositive suivante. On a une rémunération qui est à l'acte, donc le système est totalement perverti. Être malade, c'est une puissance économique. Ça n'a aucun sens. Donc, on doit pouvoir faire quelque chose de ce patient qui a une puissance économique en lui. C'est une absurdité. Diapositive suivante. Oui, on va passer ça. C'est pas grave. Il ne faut pas que je parle trop longtemps. Donc, il y a vraiment, vous voyez bien, une évolution
Du côté, on avait un modèle paternaliste, la question de la mise à distance des émotions, l'objectivité des données, les examens complémentaires, et puis une absence de formation autour de qu'est-ce qu'on fait des angoisses qu'on reçoit. Et là, il y a vraiment un gap d'accompagnement des internes, c'est que, et des futurs praticiens, ils ne savent pas quoi faire de la souffrance humaine. Ils s'occupent de souffrance humaine et ils ne sont pas formés à l'accueil de la souffrance humaine. Ils ne savent même pas que dans la rencontre, ils ont une potentialité de transformation de la souffrance humaine. Il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour transformer la souffrance humaine. Il n'y a pas besoin d'être psychanalyste. Et que cette potentialité-là relationnelle, ils ne la prennent jamais. Alors là, c'est en train de changer parce que la réforme de l'internat est en train de s'intéresser davantage au savoir-être, mais on voit bien comment on a perdu des décennies à mépriser cette capacité relationnelle et à abandonner les jeunes internes et les jeunes praticiens à une méconnaissance totale de qu'est-ce qu'on fait, quoi, comment on le vit, à quoi ça sert. Diapositive suivante. Oui, on n'apprend que les organes, ça c'est une obsession. Et d'ailleurs, même en psychiatrie, nous on s'est retrouvés dans quelque chose de très original. Maintenant, les pouvoirs politiques aimeraient que les pédopsychiatres se nomment spécialistes du cerveau de l'enfant. C'est pour vous dire où on en est. C'est-à-dire que, donc, on voit bien, c'est la médecine au sens large. On est en train de devenir, c'est ubuesque, quoi. Donc, le soin, pourtant, c'est guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Pas nous qui l'avons inventé et on ne sait pas toujours à qui l'attribuer. Diapositive suivante. Donc, sans hésiter, pour diagnostiquer, c'est sûr, pour informer avec justesse, évidemment, parce qu'on ne fait pas de la distribution d'informations robotisées, parce que ça, c'est très violent. Pour adapter la thérapeutique, bah oui, c'est la meilleure question à se poser, c'est pourquoi le traitement que je prescris n'est pas pris, hein. Pour améliorer l'observance des traitements, c'est bien ça aussi, c'est bien ça. Pour apaiser, oui, un patient écouté va mieux, il a moins mal, il a moins peur, il se sent moins seul, il se sent accompagné. Et ça, c'est mesuré, c'est publié. Ça n'intéresse pas, on ne comprend pas pourquoi ça ne passe pas jusqu'au raisonnement médico-économique, parce que Dieu sait que les économies existeraient au niveau sociétal. Diapositive suivante. Économiser, là je l'ai dit, moins judiciariser, c'est certain. Et limiter le burn-out des médecins, nous sommes dans une période où c'est malheureusement trop tard. Diapositive suivante. Bon, là, je pense que cette diapo n'a pas, je peux pas dire les choses comme ça parce que là, le médecin est victime aussi dans la période actuelle. Diapositive suivante. Il a plus la liberté de changer les choses là. Ça va être. Il faut peut-être que j'aille plus vite, non? Je me rends pas compte où je suis. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il faut que j'aille plus vite? Pardon. Oui, il faut que tu ailles plus vite, oui. Je vais donner peut-être… Bon, écoutez, il y a des modalités d'apprentissage de comment on écoute. Il y a un médecin qui, dans les années 50, a créé ce qu'il appelait le groupe Balint. C'est des rencontres avec plusieurs médecins et un psy sur ça redevient possible, ça diffuse. Bon, il y a eu le développement de ce qu'on a appelé la médecine narrative, qui elle aussi s'intéresse à comment on écoute le récit de la maladie du point de vue du patient fait par le soignant. Vous pouvez avancer les diapos. Il y a comment avancer les diapos, je vais finir. La médecine narrative, Rita Sharon, c'est pas grave, je le détaillerai pas. Mais Laurence va expliciter aussi comment, je vais laisser la parole à Laurence, comment en fait quand on se centre sur cette dimension de qu'est-ce qui est raconté, on ouvre aussi non seulement des perspectives de soins, mais des perspectives de recherche, d'évaluation des traitements et en particulier des thérapies complémentaires qui sont pour nous un socle fort
de la médecine actuelle et de la médecine de demain. Je vous remercie beaucoup et je suis désolée pour mes diapos que je n'ai pas pu passer moi-même. Vous pouvez arrêter les diapos. Je vais laisser la parole à Laurence. Merci beaucoup, docteur. On vous a écouté, nous aussi, avec attention. On mettra votre document à disposition, si vous nous l'autorisez, sur l'espace des adhérents du SPS, comme ça, tout le monde pourra lire la suite. En revanche, il y a peut-être des questions sur votre partie auxquelles les adhérents aimeraient que vous puissiez répondre. On peut peut-être faire un… Oui. Quelqu'un qui vous dit, bon, à part les remerciements d'usage, bien évidemment, et le médecin qui l'écoute. S'il était écouté, peut-être écouterait-il lui-même davantage. Oui. Mais bon, non, le médecin, personne ne l'écoute. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chaque temps important de l'histoire nécessite des crises. J'espère que celle-là va permettre que les médecins soient écoutés. D'accord, je remets la couverture de votre livre parce qu'il y a des demandes. Et je pense qu'effectivement, mais on va le reposter. Je vais le reposter sur le groupe Facebook du SPS. Voilà, flûte, pardon, je vais un peu vite. Voilà. Et on vérifie s'il y a d'autres questions. Excuse-moi, Laurence, je me suis un peu emportée sur le temps. Problème. C'est ça les convictions. Madame Verneuil, vous voulez prendre la parole? Oui, je vais prendre la parole. On arrive sur votre présentation. Mais je crois que j'arrive à la partager, moi, non? Ah, elle va essayer. Attendez, je vais arrêter mon partage. Voilà. C'est parfait. Super. Bon, on y est. Voilà. Donc, un point important, ça va être en effet pour valider finalement l'efficacité, l'effet de ce qu'on appelle globalement les thérapies complémentaires, dont la vôtre. Comment fait-on en recherche? Donc, l'évaluation de ces thérapies complémentaires, c'est un enjeu et des problématiques. L'enjeu, évidemment, c'est de les reconnaître en tant que levier thérapeutique et que jusqu'alors, il y a un discrédit important de la communauté scientifique universitaire parce qu'il n'y a pas de preuve de leur efficacité. Le problème majeur, c'est que ces thérapies complémentaires sont évaluées comme le médicament, avec en fait l'outil de référence de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, qui est l'essai contrôlé randomisé. Et ça, je vais essayer de vous le montrer, une aberration. Une donnée pour vous montrer qu'en effet, dans la littérature sur les thérapies complémentaires, à 84%, elles sont évaluées selon le mode qui suit l'essai contrôlé randomisé qu'on utilise dans le médicament. Alors, juste un petit mot sur qu'est-ce que c'est que le modèle actuel de la recherche clinique dans le monde. C'est en effet l'evidence-based medicine et son outil de référence qui est l'essai contrôlé randomisé. Pour quelles raisons c'est apparu, cette evidence-based medicine? Finalement, historiquement, c'était pour rationaliser le soin. On était dans des pensées magiques, religieuses de la question de la maladie et est apparu un modèle structuré pour essayer d'apporter des preuves. Alors, je tiens à rappeler qu'en théorie, l'evidence-based medicine, c'est une méthodologie qui repose, et c'est très important, sur une triangulation, sur 3 parties, pour prendre la meilleure décision pour le patient. Donc, il y a les données de la recherche clinique externe,
l'expertise du clinicien et les préférences du patient. Mais au fur et à mesure de l'élaboration de cette evidence-based medicine et au-delà de sa structuration, on a vu que n'est resté dans le champ de la recherche que la question des données de la recherche clinique externe, ces données étant produites par ce qu'on appelle l'essai contrôlé randomisé, le gold standard étant le double aveugle et cette randomisation. Donc, cet essai contrôlé randomisé est devenu totalement hégémonique pour produire de la connaissance médicale et ça a infiltré tous les espaces de la santé, les médecins, les tutelles, tous les esprits, sans finalement se poser de questions, avec comme point de mire la question de la puissance de la preuve. Et là, c'est en 2000 qu'a été établie cette pyramide pour dire que une modalité de recherche, un type d'étude était plus valable que d'autres. Et donc, l'essai contrôlé randomisé et les méta-analyses étant au sommet de la pyramide, les études, on va dire, en gros, en vie réelle, étant reléguées dans des espaces qui ne sont pas des preuves. Alors, l'essai contrôlé randomisé, juste pour contextualiser, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est finalement un protocole expérimental qui va comparer un groupe dit d'intervention, un groupe où on impose une thérapie ou une action de santé par rapport à un groupe contrôle. Et donc, son but, c'est d'évaluer l'efficacité de cette intervention. Seulement, pour que ce protocole soit valide, on a des règles méthodologiques extrêmement strictes pour s'opposer au biais. C'est quoi un biais? C'est finalement une erreur méthodologique qui va avoir pour conséquence de produire des estimations fausses, c'est-à-dire soit supérieures, soit inférieures à la valeur réelle des paramètres étudiés. Et donc, on a mis en place, enfin, ce paradigme quantitativiste a mis en place des systèmes pour contrôler ces biais. Et donc, on est dans des essais dits contrôlés, randomisés, c'est-à-dire où les patients sont tirés au hasard dans chaque groupe, en double aveugle, c'est-à-dire ni le médecin ni le patient ne savent ce qu'ils reçoivent, etc., etc. Alors, on voit bien que finalement, ce modèle quantitativiste a des limites, et des limites sérieuses, puisque le substrat de base qui est la triangulation, avec l'essai contrôlé randomisé, l'expertise médicale et les préférences du patient, n'existe pas. Le patient n'a pas de place. Et l'EBM est devenu une logique de quantification comme une fin en soi, avec un ECR qui se suffit à lui-même. Le problème de l'ECR, bon, on en parle très rapidement, c'est que finalement, il va promouvoir une catégorie de données au détriment des données contextuelles, des données du sujet, de données émotionnelles, sociales, économiques, personnelles. Donc, en gros, dans l'ECR, le point de vue du patient, mais aussi des aidants, n'est jamais pris en compte. Ce modèle a un intérêt, en fait, pour une efficacité théorique. Il repose sur un modèle et des outils statistiques, donc il va produire une efficacité théorique, mais jamais une efficacité en vie réelle. Et il ne faut pas oublier que finalement, l'outil statistique va produire des résultats moyens et que dans la vraie vie, il n'y a pas de sujet moyen, il y a des sujets singuliers et il y a des personnes. Alors, pour donner un exemple de la problématique de l'évaluation des thérapies complémentaires avec l'essai contrôlé randomisé et ce paradigme
quantitativiste, il y a l'exemple de l'acupuncture. Il y a eu plusieurs milliers d'essais contrôlés randomisés sur l'acupuncture et finalement sans conclusion claire et définitive. Ce qui nous amène à nous poser quand même des questions devant cette incertitude avec tant de données et qui invite à regarder les présupposés qui sous-tendent l'évaluation. Alors, pour vous montrer quelques limites, on va vite de l'essai contrôlé randomisé appliqué aux thérapies complémentaires. Comme je vous l'ai dit, cette ECR est l'outil d'évaluation du médicament, mais il ne va pas être applicable tel quel à l'évaluation des thérapies complémentaires. Comment faire une randomisation, par exemple, quand on sait que des patients vont avoir des préférences fortes pour un soin? C'est difficilement réalisable. Le double aveugle, il n'a pas de sens dans l'évaluation des thérapies complémentaires. L'aveugle côté praticien est presque toujours impossible, qu'on soit dans un soin d'ostéopathie, d'acupuncture, d'hypnose. La standardisation est une ineptie pour évaluer les thérapies complémentaires, puisque justement, ces thérapies complémentaires vont proposer une prise en charge personnalisée et non standardisée. Et puis enfin, il y a la problématique des critères de jugement. Et là, si une thérapie complémentaire ne montre pas d'efficacité, est-ce que réellement elle est non efficace ou est-ce que le critère de jugement utilisé n'a pas été pertinent? Alors, ces questions ont fait évoluer quand même l'espace scientifique et on est passé d'un modèle quantitatif, comme je l'ai dit, hégémonique, à un modèle dit qualitatif, voire mixte, qui articule quantitatif et qualitatif. Le référentiel de l'ECR, je vous l'ai dit, il n'est pas transférable tel quel. Et finalement, dans la science, ou dans la recherche plutôt, l'important n'est pas de savoir si une étude est randomisée ou pas, mais si finalement elle utilise une méthode adaptée pour répondre à une question avec le respect d'une rigueur scientifique optimale. Pour être schématique, les méthodes quantitatives sont insuffisantes à elles seules pour répondre à la complexité désormais de toute manière des questions cliniques et des thérapeutiques actuelles. Et les méthodes dites qualitatives que l'on développe avec Anne vont apporter des connaissances nouvelles et complémentaires, et la combinaison, l'articulation de ces deux approches s'inscrit dans un nouveau paradigme qu'on dit pragmatique et qui, à notre sens, répond de manière plus performante à cette complexité. Alors, l'enjeu et l'intérêt de cette transition de modèle, qu'est-ce que c'est que les méthodes qualitatives? Pour le dire simplement, c'est finalement ce que les sujets disent de ce qu'ils vivent à un autre, et en l'occurrence à un chercheur. Finalement, c'est en effet une posture d'un chercheur avec une ouverture complète qui va aider, qui va permettre l'émergence d'un récit qui va se métaboliser au sein de la rencontre. Et comme vous l'a dit d'ailleurs Anne, au-delà, dans un processus de transformation des deux sujets. En pratique, c'est quoi l'approche qualitative? Finalement, ce sont le recueil par des entretiens, puis la retranscription de données verbales. Nous ne travaillons pas avec des chiffres, mais avec des mots. Et dans ce processus, la subjectivité du chercheur est totalement assumée. Elle n'est pas un biais. D'ailleurs, si on réfléchit bien, même dans le quantitatif,
l'objectivité n'a aucun sens. Le chercheur est toujours dans une représentation, une projection de ce qu'il est dans la quête de l'objet de recherche. Donc, finalement, cette subjectivité, elle va être au centre de la méthode. C'est, comme le dit Anne, le réacteur du centre nucléaire pour amener un récit, donc une rencontre constructrice de récit et de sens dans une co-construction. Et donc, on voit là que finalement, les critères de rigueur de la recherche qualitative ne vont pas être du tout superposables à ceux de la recherche quantitative, puisqu'ils relèvent de paradigmes différents. En un mot, les approches quantitatives vont être dans une démarche hypothético-déductive confirmatoire. On va poser une hypothèse et on va la vérifier. Alors que l'approche qualitative est inscrite dans une démarche inductive et exploratoire pour générer des hypothèses, pour amener de nouvelles compréhensions. Donc, la recherche qualitative, elle existe depuis longtemps, elle est issue des sciences infirmières et des sciences sociales, mais notre groupe de recherche a mené une réflexion sur ces approches qualitatives en médecine, dans le soin, et on a abouti à l'élaboration de la première méthode de recherche qualitative dédiée justement à la recherche clinique médicale, dont l'acronyme est IPSE pour Inductive Process to Analyze the Structure of Lived Experience. C'est donc une approche inductive qui est conçue pour accéder au plus près de l'expérience des protagonistes des soins, patients, soignants, aidants, et qu'on peut utiliser dans tous les domaines et les disciplines du soin. Donc, le point de départ d'une étude IPSE, c'est toujours une question de santé qui est ouverte et qui concerne le vécu, dans, comme je vous l'ai dit, un processus exploratoire qui va faire émerger ce qu'on appelle des axes centraux d'expérience au travers des entretiens et de l'analyse de ces entretiens. Et notre objectif dans notre approche IPSE est toujours d'aboutir à des applications concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire soit des recommandations aux cliniciens, soit la construction de ce qu'on appelle les patient reported outcomes, qui sont en fait des questionnaires qu'on soumet aux patients dans des essais cliniques pour avoir le point de vue du patient sur un traitement, sur une thérapie. Notre étape est très structurée, elle est en 5, notre méthode donc structurée en 5 étapes, avec la constitution d'un groupe de recherche où les patients sont impliqués. On va toujours vérifier l'originalité de la recherche, c'est-à-dire que les chercheurs qui ne sont pas dans la réalisation des entretiens vont faire la littérature pour voir le point sur les données de la question. Ensuite, nous réalisons un échantillonnage, et là c'est important, l'échantillonnage n'est pas représentatif comme dans le quantitatif, mais raisonné. Il est choisi. On veut des patients les plus exemplaires de la question que l'on pose. Ensuite, une phase donc de recueil des données où, dans notre approche, il s'agit surtout d'entretiens en face à face et moins de focus group. Et enfin, une phase d'analyse qui est toujours groupale, enfin, dans un premier temps individuel, puis groupale, pour produire les recommandations et les patient reported outcomes. Un petit mot sur le troisième paradigme, dit pragmatique, il combine finalement les statistiques avec l'expérience vécue, et on a différents designs pour les développer.
Alors, pour terminer, et j'aurais presque respecté le temps, voilà, on est encore dans un modèle où l'essai contrôlé randomisé est hégémonique, mais les choses s'effritent et la recherche qualitative et la recherche mixte prennent leur place. On est dans un vrai changement paradigmatique et on était, au moment de l'élaboration de cette méthodologie EBM, dans les années 80, mais sachant que les essais cliniques datent du 19e siècle, on était dans un écosystème simple de la santé avec des maladies aiguës, des infections et des médicaments. Et là, pour le coup, l'essai contrôlé randomisé répondait tout naturellement aux problématiques. D'où les recommandations du Medical Research Council en 1948, avec l'essai étalon de la recherche clinique, le premier essai contrôlé randomisé reconnu étant un essai de la streptomycine sur la tuberculose. 1980, les Canadiens structurent l'EBM et l'ECR avec la hiérarchisation de la force de la preuve en fonction de la nature de l'étude clinique, et puis l'écosystème de santé se complexifie, les processus de soins se complexifient, les thérapies complémentaires à la demande des patients émergent, on reconnaît le savoir expérientiel, et donc nous nous situons dans un paradigme constructiviste avec en effet des approches à la fois qualitatives et mixtes. Et en 2016, ce même Medical Research Council publie un processus d'évaluation des interventions complexes dans la santé en effet l'application de combinaison de l'articulation du quantitatif avec le qualitatif. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci de cette tenue de timing et d'écouter de cette étude qui est passionnante. Peut-être qu'il serait intéressant qu'on envisage de consacrer une de nos conférences du jeudi à ce thème pour monter un projet ensemble. Parce que je suis persuadée que ça va faire des émules dans notre population de spécialistes en shiatsu et qu'on va avoir à cœur de pouvoir participer pleinement à ces protocoles. Peut-être qu'il y a des questions, Mireille. Peut-être une question sur, je sais que vous proposez des formations, est-ce qu'elles sont ouvertes par exemple à des gens comme nous? Alors, je réponds, c'est Anne. Oui, alors on a en effet, pour promouvoir la recherche qualitative, on a créé une association qui s'appelle IPSEA, qui vient de l'acronyme. Et en effet, IPSEA effectue une summer school, souvent en septembre, à la Pitié-Salpêtrière, où sur 4 jours, nous essayons de former quiconque est intéressé par l'expérience du vécu et de son exploration, quiconque dans le domaine du soin. Et nous allons mettre en place à la suite de cette summer school des formations plus dédiées, en effet, sur une journée ou 2 jours, à la formation à la fois des entretiens et de l'analyse, parce que malheureusement, des gens s'affichent qualitativistes, chercheurs en recherche qualitative, mais ne le sont pas. Et c'est une expertise qui demande une réelle formation. Mais bien sûr, c'est ouvert aux gens du domaine du soin au sens large. Et d'ailleurs, dans la dernière édition, nous avions des ostéopathes, nous avons eu des hypnothérapeutes, des acupuncteurs, donc il n'y a aucun problème et c'est avec plaisir. Ah, merci. Une question, peut-être? Non, il n'y a pas de question.
On vous remercie infiniment, c'était vraiment passionnant. Et on espère pouvoir continuer à vous écouter, à travailler éventuellement avec vous, avec plaisir, bien sûr, sur ces questions. Écoutez, oui, avec grand plaisir. On peut vous faire, si vous le souhaitez, en effet, une séance plus détaillée, parce que là, on est allé très vite sur la recherche qualitative, ses enjeux, ses modalités, pour que ce soit un peu plus lisible, parce que là, ça allait très vite. Bien sûr, bien sûr. Avec merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci.